Madame, Monsieur, Metro News Magazine s'invite à nouveau chez vous cette semaine. L'actualité est marquée par la visite du président français en Haïti, la publication de la liste définitive des candidats agréés aux législatives. Nous aborderons aussi le lancement du dépôt des candidatures à la présidentielle et parlerons des 4 ans de l'avènement du président Martelly au pouvoir. Dans le culturel, cet été, Haïti accueillera la 12e édition du festival caribéen Carifesta. Mais d'abord, revenons sur la visite officielle du président de la République française. Il était à la tête d'une importante délégation qui a bouclé sa tournée dans la Caraïbe en faisant un saut en Haïti. Durant les quelques heures passées dans le pays, M. Hollande a signé plusieurs accords, notamment l'un portant sur l'octroi d'une dette de 50 millions d'euros pour une réforme éducative. La dette morale de la France par rapport à Haïti sera honorée via une coopération fructueuse visant le renforcement du système éducatif haïtien. Ainsi en ont décidé les 2 chefs d'État lors des discussions bilatérales au Palais national ce mardi. Suite à la déclaration du président François Hollande à la Guadeloupe sur la dette de l'indépendance, Michel Martelly a rapidement préparé un plan de restitution qu'il a soumis à son homologue français ce mardi. Un support pour la modernisation du système éducatif haïtien est tout ce que demande le président Martelly, qui souhaite que ce geste soit bénéfique au pays. On cherche à mettre un chiffre, un montant sur ce que c'est cette dette qu'aurait la France envers Haïti. Mais le président que je suis dans l'idée de m'assurer que la réparation sur quelque forme qu'elle vienne à Haïti, qu'elle puisse être bénéfique au peuple haïtien. Une proposition que le président français a approuvée de tout cœur. Selon François Hollande, la France veut pouvoir regarder l'histoire en face. Elle s'engage donc aux côtés d'Haïti pour redéfinir l'avenir du pays et l'éducation demeure un des moyens les plus efficaces. 50 millions d'euros seront mis à la disposition de l'Agence française de développement pour l'exécution d'un plan en 4 grands volets, annonce François Hollande. Premièrement, la formation des enseignants haïtiens. Et ça vaudra pour les écoles, les lycées et les universités. Deuxièmement, la mise à disposition d'outils numériques pour les enfants scolarisés. Troisième priorité, la formation professionnelle. Nous formerons donc ensemble un certain nombre de jeunes haïtiens. La déclaration du président français concernant la dette haïtienne à Pointe-à-Pitre dimanche a soulevé une vague de réactions et les Haïtiens attendaient cette visite pour se fixer sur le vrai sens des propos de François Hollande. Comme pour répondre aux multiples commentaires qui risquent de suivre cette annonce faite par les 2 chefs d'État, le président Martelly a mis fin en ces termes au point de presse. Que la France puisse permettre que des et des générations d'Haïtiens se forment dans un pays où 70% de cette population est au chômage, où 85% des écoles étaient privées jusqu'à mon arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, que la France permette à la quasi-totalité des Haïtiens d'avoir accès à l'éducation, ça vaut beaucoup plus que quel que soit le chiffre qu'on mettrait sur une dette. Lors d'une séance de travail entre la délégation française et le gouvernement haïtien, plusieurs sujets de coopération ont été abordés avant la signature d'au moins 4 accords portant notamment sur l'éducation et l'agriculture. Pendant la cérémonie, au Champ de Mars, une centaine de manifestants anti-gouvernementaux ont protesté contre la visite du président français. Et pour avoir le point de vue d'une personnalité politique cette semaine, nous recevons à ce sujet le directeur du journal L'Enquête et ancien ministre de l'Information, Adi Jean-Gardy. Alors, vous êtes un journaliste senior à présent, vous avez suivi l'actualité diplomatique pendant ces 30 dernières années et on peut dire aussi que vous êtes un passionné d'histoire, Adi Jean-Gardy. Depuis la colonie, c'est bien la première fois, n'est-ce pas, qu'un chef d'État visite officiellement Haïti. Quelle en est, selon vous, la portée historique? C'est une portée historique extraordinaire, d'autant plus qu'après la Deuxième Guerre mondiale, surtout dans les années 50, il y avait Pierre Mendès France, qui souhaitait vivement qu'un chef d'État français vienne en Haïti. Alors évidemment, le premier a été Nicolas Sarkozy, qui est passé après le tremblement de terre, et la visite officielle aujourd'hui du président François Hollande. Cette portée historique est bien entendu d'importance, dans la mesure où, justement, cela nous permet d'évaluer notre présence au niveau de l'organisation des États francophones et également
également par rapport à la coopération entre Haïti et la France, une coopération qui est d'importance, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons un représentant à l'Académie française qui est l'écrivain Dany Laferrière, et nous avons aussi à la tête de l'organisation francophone, l'organisation internationale de la francophonie, encore une autre haïtienne, c'est-à-dire Michaël Jean. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses à faire et à dire entre aujourd'hui la France et Haïti. Nous sommes devenus aujourd'hui un pays important dans le cadre de la gouvernance mondiale. Et si nous revivions les quelques temps forts du discours ou du passage du président François Hollande en Haïti, on va regarder ensemble et on commentera après. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, je viens au nom du peuple français vous adresser, vous, peuple haïtien, un message d'amitié et de solidarité. Je sais l'histoire qui nous lie. Elle est ancienne. Elle a été aussi une histoire faite d'espoir. La Révolution française a suscité en Haïti, comme partout dans le monde, mais plus particulièrement ici, un formidable mouvement et qui devait forcément aboutir à des revendications d'abolition de l'esclavage et d'indépendance. Et c'est vrai que notre histoire comporte aussi ce passé douloureux de la traite et de l'esclavage. Vous m'avez invité à venir dans votre panthéon qui rend hommage à Toussaint Louverture et au roi Christophe, Alexandre Pétion, Jacques Dessalines, tous ceux qui ont combattu pour la liberté, qui sont vos héros, mais qui sont aussi des références dans l'histoire de l'humanité. Bien sûr, il y a l'histoire. On ne peut pas changer l'histoire, mais on peut changer l'avenir. Et c'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Changer l'avenir ensemble, pour rappeler l'histoire sûrement, mais pour dire à la jeunesse d'Haïti qu'elle a aujourd'hui toute sa place. La moitié de la population d'Haïti a moins de 20 ans. C'est dire l'ampleur des tâches qui sont les vôtres et c'est dire aussi l'exigence qui doit être la nôtre. C'est pourquoi je vous annonce que la France, en accord avec vous, Président Martelly, apportera son soutien à la modernisation du système éducatif haïtien. Parce que nous voulons que tous les jeunes haïtiens puissent être formés, scolarisés, accompagnés, suivis, parce que c'est leur droit le plus élémentaire et parce que c'est notre devoir. Nous allons donc former les enseignants haïtiens, faire en sorte que davantage de missions puissent être accomplies par des enseignants français, par des formateurs français. Nous déploierons autant que nécessaire, par du volontariat, mais aussi par des expertises, tout pour que vos écoles, vos lycées, vos universités puissent être accompagnés par la France. Voilà notre devoir. Voilà comment nous parlerons de l'histoire pour la mettre au service de l'avenir. Nous ferons en sorte d'introduire toutes les nouvelles technologies dans vos établissements. Un programme particulièrement innovant avec une université numérique sera proposé à Haïti, installé à Haïti pour que vous puissiez accéder à toutes les connaissances, tous les savoirs, toutes les formations, tous les enseignements, tout sera mis à la disposition. Nous voulons également que vous puissiez avoir une formation professionnelle de qualité. Et donc dans tous les secteurs porteurs du développement de votre pays, l'eau, l'environnement, les énergies nouvelles, le tourisme, la culture, nous veillerons à ce que dans vos centres de formation, la France puisse être présente. J'ai également décidé la construction d'un nouvel institut français sur le terrain du manoir des Lauriers en association avec les collectivités françaises des Antilles pour diffuser la langue française
qui est la langue aussi d'Haïti, parce que vous êtes un grand pays francophone, parce que vos auteurs, vos écrivains sont reconnus dans le monde entier. À l'Académie française, un Haïtien a été reçu. Des prix nombreux viennent récompenser les créateurs. Nous avons donc voulu aussi qu'il puisse y avoir, avec cet Institut français, ici présent, la diffusion des savoirs, des connaissances, des créations. Nous ferons en sorte que le lycée Alexandre Dumas, et c'est lui aussi un symbole, devienne un pôle de formation professionnelle d'excellence. C'est l'engagement que je prends devant vous. Nous augmenterons le nombre d'étudiants haïtiens boursiers pour qu'ils puissent venir en France suivre leurs études. Enfin, l'Agence française de développement sera pleinement mobilisée pour ces projets et apportera des appuis financiers, ceux qui sont nécessaires pour que nous puissions atteindre l'objectif que vous avez vous-même fixé. Parce que c'est vous qui avez voulu que les jeunes Haïtiens puissent être tous scolarisés, tous formés. Eh bien, la France sera à vos côtés pour y parvenir. Bon, là, vous avez entendu le discours de François Hollande. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Ce qui a retenu mon attention, c'est l'intérêt de François Hollande par rapport à la question de la dette. La dette, ce qu'on appelle la dette de l'indépendance, ou que moi j'appelle, en tant qu'historien, j'appelle la dette des indemnités. Alors évidemment, il a fait référence à Charles X, ce qui a été très important. Ceci, c'était un engagement de la part de François Hollande de faire face à cette question épineuse qui, bien entendu, oppose les intellectuels des deux bords, c'est-à-dire de France et d'Haïti, et surtout la diplomatie française et la diplomatie haïtienne. Quelles étaient vraiment les chances de restitution de cette dette? Les chances que François Hollande arrive avec de l'argent, de la monnaie. Est-ce que ça pouvait se faire? Ça ne pouvait pas se faire. Parce que moi, d'ailleurs, j'ai fait des recherches sur la question de la dette. Si on parle aujourd'hui si on part du principe qu'il y a eu 150 millions de francs que Haïti avait payé, évidemment, ce serait aujourd'hui à 17 milliards d'euros. Or, justement, Haïti n'avait pas payé 150 millions. Il faut être clair. Et il y a eu une lecture erronée de l'histoire. Car Haïti avait payé, évidemment, dès la signature de l'accord avec Charles X, nous avions payé 30 millions de francs or. Et d'ailleurs, c'était de l'argent qui avait été emprunté à la Banque de France. Et ensuite, en 1838, le gouvernement haïtien a renégocié. Nous avions renégocié parce que la Banque de France avait demandé 20% d'intérêt. Et nous avions renégocié à 3% d'intérêt. Et nous avions refusé de payer les 150 millions. Le président Jean-Pierre Boyer avait exigé à la France d'accepter que Haïti paye seulement 12 millions. Et ces 12 millions ont été échelonnés dans le temps. Et évidemment, sous le gouvernement du président Salomon, tout avait été payé. Ah, voilà une question qui est très intéressante que tout le monde ne savait pas. Mais par exemple, le président Hollande a invité, on l'a entendu, Haïti à regarder vers le futur et à tirer un trait sur le passé sans vraiment pouvoir l'oublier. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé. Et dans ce contexte-là, il a offert, donc, on le sait, 50 millions d'euros pour l'éducation. Quelle en est votre lecture? Écoutez, moi je pense, comme je le disais tout à l'heure, cette approche de la dette de l'indépendance a souvent été traitée de manière erronée. D'ailleurs, il faut dire que les États-Unis aussi avaient payé à l'Angleterre. C'était sur la base d'une convention, la Convention de Genève de 1735. Et évidemment, Haïti aussi a payé, même à la République dominicaine, parce que nous avions, pendant la guerre entre Haïti et la République dominicaine, la guerre de territoire, nous avions pris un certain nombre de terres, y compris la Scarobas et d'autres terres qui se trouvent maintenant sur le territoire haïtien. Et le président Sam, le président Tirésia Simon Sam et le président dominicain Ulysse Euro avaient signé une convention et Haïti aussi avait payé une dette d'indemnité. Il faut dire que sur cette question, il y a des éléments extrêmement importants. C'est que la France a offert 50 millions d'euros pour l'éducation
En fait, il a esquivé la question de la dette. Nous avions eu avec la France, avant le tremblement de terre, une aide de 30 millions d'euros. Et après le tremblement de terre, c'est passé entre 2010 et 2015 à 325 millions d'euros. Ces 325 millions d'euros comprenaient évidemment les 56 millions qu'on devait à la France et qui avaient été effacés. Il y a eu aussi 36 millions d'euros pour l'aide humanitaire. Des engagements avaient été annoncés par le président Sarkozy lors de sa visite en Haïti. Et je crois que le président Hollande n'a fait que reprendre et répéter un peu ce qui avait été engagé. Donc il a esquivé la question de la dette des indemnités, que je n'appelle pas la dette de l'indépendance. Il a esquivé cette question de la dette des indemnités. Et aujourd'hui, en parlant de l'aide qu'il va offrir à l'éducation, il faudrait évidemment comparer. S'il reconnaît qu'il y a eu une erreur de la part de la France, s'il reconnaît que la France doit prendre aussi un engagement aujourd'hui par rapport à la dette des indemnités, alors il faudrait penser à 17 milliards d'euros. Donc les 50 millions d'euros, en fait, représentent, à mon avis, une esquive. Et il faut comprendre qu'il y a eu des engagements de la France aussi pendant les 2 dernières années, au niveau de l'éducation, qui dépassent cette somme. Et le président français, François Hollande, ne sait peut-être pas que déjà il y a eu 50 millions qui avaient été pris comme engagement par la France pour l'éducation. Alors évidemment, c'était pour des hôpitaux, c'était pour l'hôpital général d'abord, il y a 25 millions qui avaient été déjà dégagés dans le cadre d'un accord triangulaire. Un accord triangulaire entre Haïti, les États-Unis et la France. Et il y a aussi un support qui avait été accordé de près de 6 millions d'euros pour les 4 facultés de médecine et 1 million d'euros aussi pour aider à l'informatisation de certaines écoles. Et il faut dire qu'il y a eu une aide de 40 millions d'euros pour le budget, une aide au budget. Il y a eu 50 millions d'euros pour la formation éducative, pour l'éducation des magistrats. C'est-à-dire qu'il y a eu 20 magistrats à être formés à l'ENAM, l'école de la magistrature en France, et 50 millions avaient été envisagés. Et il y a aussi l'aide de l'AFD, c'est-à-dire l'Agence française de développement, estimée à 100 millions. Maintenant, ce qu'il nous faudrait en voir maintenant, c'est quels sont les véritables suivis qui peuvent être réalisés maintenant au niveau de la Proparco, au niveau par exemple des organisations du patronat en France et des investisseurs pour venir investir en Haïti. Et aussi, malheureusement, il n'y a pas eu un accord entre le gouvernement de M. Martelly et le gouvernement de M. Hollande pour permettre également à des investisseurs haïtiens d'aller investir directement en France. Nous devrions investir aussi chez eux pour avoir une part de marché. Et pour investir chez eux, il y a un certain nombre d'avantages, un certain nombre d'accords qui doivent être signés pour permettre à ces investisseurs haïtiens de trouver des avantages directement sur le territoire français et ensuite réexporter ici. Car souvent, les investisseurs étrangers, surtout les investisseurs français, par exemple, on a le cas en République dominicaine, il y a un gros investissement de Orange Téléphone, Orange Télécommunications en République dominicaine, mais il y a une fuite de devises extraordinaire. C'est-à-dire, les devises vont directement en France. Nous aurions bien aimé aussi qu'il y ait des accords bilatéraux réels, parce que M. Martelly, il l'a dit d'ailleurs, il n'est pas intéressé par l'assistanat, il est intéressé par la coopération. C'est cela. Mais la coopération ne peut pas être faite de manière unidirectionnelle. Ça veut dire dans une seule direction. Maintenant, il faudrait vraiment créer, sur la base de l'indépendance de la République d'Haïti, et créer une ouverture sur la base aussi des accords qui sont signés avec les États-Unis. On a l'accord HELP, on a aussi les accords de l'ACP, et il faudrait augmenter davantage. Dire que nous allons bénéficier de l'exportation des bananes biologiques, c'est intéressant. Mais la concurrence par rapport à la production de bananeraies biologiques avec la Martinique et la Guadeloupe est déjà prise en compte par les chambres de commerce de ces pays. Donc nous avons besoin de mettre ensemble, c'est-à-dire de créer une sorte de synergie, de mettre ensemble nos investisseurs locaux, les membres des chambres de commerce que nous avons, avec les membres de leurs chambres de commerce. Et à partir de là, étudier ensemble une parité, étudier ensemble une sorte d'égalité par rapport à ce qui peut être fait ici et par rapport à ce que nous pourrions faire aussi chez eux. Oui, donc une coopération bilatérale. Absolument. Donc, s'il y avait par exemple un dernier mot que vous souhaiteriez ajouter, qu'est-ce que ça serait au niveau retombée de cette visite de François Hollande en Haïti qui a duré quelques heures et qui a fait quand même beaucoup parler dans de nombreux secteurs.
Qu'est-ce qui en ressortirait? Ce qui en ressort immédiatement, c'est l'idée, par exemple, pour la France de renforcer l'éducation et de manière francophone. Car nous avons eu une grande réforme en Haïti, la réforme de l'école fondamentale, qui a bien entendu insisté davantage sur l'apprentissage du créole et, bien entendu, qui permet à beaucoup d'enfants d'exploiter davantage la langue ou les richesses linguistiques de notre créole. Je crois qu'en disant que la France va encourager cette forme de francophonie, ça, il faudrait le voir. Dans quel sens aussi? Il faudrait voir dans quelle direction nous allons aller. D'autant plus que l'UNESCO aujourd'hui, l'UNESCO encourage le multilinguisme. Et je crois que s'il y a une réforme à faire, et la France peut aider davantage, c'est-à-dire à encourager cette forme de multilinguisme, comme ils le font d'ailleurs en France, que les jeunes Haïtiens dans les écoles parlent à la fois l'anglais, le français, l'espagnol et aussi le créole. Et ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que nous n'avons pas insisté. Le président Martelly n'a peut-être pas assez insisté sur les questions d'infrastructures. La France, aujourd'hui, s'engage dans les pays africains à produire des infrastructures routières, c'est-à-dire des highways énormes, et comme le font les États-Unis aussi. Je crois que la France aurait pu offrir quelque chose de plus concret, de plus visible, en dehors de ce qui a été fait par Valéry Giscard d'Estaing, la route de l'amitié oui, entre Port-au-Prince et Jacmel. Je crois que, par exemple, une route, ou même aussi au niveau ferroviaire, ça veut dire la France a participé largement à la création de métros modernes en République dominicaine. Alors ici, ceci n'a pas été dit. Alors on est encore en train de parler de langue, on est en train encore de parler de mots, et il faut sortir des mots, il faut sortir de la grammaire pour entrer effectivement dans un développement béton, dans un développement infrastructurel. Qui est très important pour notre pays. Absolument. Surtout. Et c'est ça que je dirais pour finir. Il est temps aussi que les dirigeants haïtiens voient l'avenir du pays, que nous regardions ensemble le futur et que nous cessions de regarder le passé. Merci, Adi Jean Gardy. C'est un plaisir. Des professeurs d'écoles publiques ont manifesté dans les rues pour réclamer des arriérés de salaire. Parallèlement, mercredi, le ministre de l'Éducation a tenu une conférence de presse pendant laquelle il a pris l'engagement de s'acquitter d'ici le 30 juin de 2 tranches de paiement envers les 6000 écoles impliquées dans le programme SUGO, correspondant à l'année académique 2014-2015. La 3e tranche sera payée au mois de septembre. C'est un objectif gouvernement justement, c'est améliorer modalité subvention que la baille à l'école en particulier, l'école privée, non souci pour que dans les années à venir, et c'est comme ça chez Maé, la priorité c'est financement des écoles publiques. Pour qui ça est obligé de passer par des écoles privées, c'est parce que pas de quantité suffisante d'écoles publiques, mais son piège ça y est, et c'est ça que fait actuellement le ministère discutant pile avec différents bailleurs pour que nous changer graduellement modalité financement de certaines écoles privées pour aller davantage vers le renforcement des écoles publiques. Donc c'est comme ça EPT marché. Donc le programme SUGO a envie de rentrer à peu près dans la même logique là. Donc financement à environ 6000 écoles privées, plus prise en charge graduelle des écoles publiques. Donc c'est ça que va au nombre de l'école qui est dans le programme SUGO. Donc c'est esprit accès, donc faciliter l'école là en subvention ou améliorer financement l'école publique là pour qu'on accueille plus grand nombre de petits monde. Et comme nous l'avons dit en titre, le bureau du contentieux électoral national a finalement délibéré mardi soir. Ce vendredi, une liste a été rendue publique. 76 sénateurs et 446 députés ont été agréés. Ajoutons que de nombreux candidats qui n'ont pas été retenus étaient venus contester la décision du Conseil, l'accusant d'avoir fait des erreurs dans leur dossier, traités avec trop de désinvolture ou encore d'empressement. Après la publication de liste et candidats qui agréés pour participer à l'élection au niveau législatif, donc je devine comme je devine que rejeter candidature, je devine là dans le bureau affaires juridiques là pour me décompter les raisons et aller expliquer son demande tardive de certificat d'immigration. Nous allons laisser comprendre ça décret électoral là parce que je pense qu'il faut qu'il y ait des détails, des précisions qui quand même doivent être beaucoup plus clairs pour ne pas pénaliser un citoyen par rapport avec on demande tardive de certificat d'immigration. Rappelons qu'en début de semaine, le BCEN avait rejeté la candidature de la Première Dame car les documents présentés n'ont pas prouvé, selon les juges, sa nationalité haïtienne.
Le Premier ministre Evans Paul, ne voulant pas interférer dans les affaires du CEP, a cependant indiqué que la décision du BCEN soulevait de la question d'apatridie, une question qui intéresse des centaines de milliers d'Haïtiens. Est-ce que nous-mêmes, tout dans la décision, ça concerne Mme Atelier, nous pas créons cas d'apatridie. Ça me l'apatride, un monde qui renonce à la nationalité américaine et haïtien pas reconnaître la nationalité haïtienne non plus. C'est un problème très sérieux. C'est mon problème pour nous prendre en fonction de la première dame, il faut nous prendre en fonction de en pile monde nous gagne, en pile côté sous la terre et qui fait face à ce problème ça. Yo c'est citoyen qui paye. Je dis c'est la seule question. Participer ou pas participer aux élections sont questions secondaires. Parce que tout le monde qui parle de compétition, il faut conformer à toute formalité demandée pour aller dans la compétition. Mais il y a des décisions qu'on doit prendre qui allaient au-delà même de principes qui régissent la compétition, qui ont l'autre impact, qui ont mené l'autre conséquence nous va souhaiter pour le pays. De toutes les manières, moi prendre une globalité pour que toute décision qu'on prend en tant que peuple, en tant que pays, en tant que l'État, nous bien balancer, surtout pour ne pas quitter ces émotions qui guident nous et puis ne pas poser des actions qui sont capables de gagner des répercussions terribles sous l'autre monde et sous nous-mêmes globalement. Alors ça me capable de dire, nous voulons seulement sûr que toute décision qui prend, que ce soit en faveur ou contre Mme Martelly, première dame de la République, ou bien tout l'autre candidat, parce que nous avons une responsabilité par rapport à l'ensemble des citoyens, que décision ça, ce n'est pas un réflexe politique qui motive, mais c'est la loi qui est appliquée. Sachez aussi que le candidat à la députation de Pétionville, Jerry Tardieu, a organisé jeudi soir une levée de fonds pour supporter sa campagne électorale. Ils étaient nombreux les hommes d'affaires, les amis ainsi que les supporters de Jerry Tardieu à prendre part à ce cocktail de levée de fonds. Les participants à cette activité ont d'une façon ou d'une autre apporté leur support au candidat à la députation pour la commune de Pétionville. Un geste très apprécié du prétendant qui s'est montré reconnaissant envers les donateurs. Nous avons participé et nous avons contribué et pour aider dans la campagne parce qu'on a une campagne, c'est bon qui fait sans moyens. Et il y a conscience tout que je suis député arrivé à bon port. Ça veut dire que je suis arrivé élu comme député Pétionville pour 50e législature. Donc j'étais venu personnellement porter soutien financier. C'était aussi l'occasion pour le candidat à la députation sous la bannière de la plateforme Vérité de présenter les grandes lignes de son programme. Certes, la campagne électorale n'est pas encore lancée, mais Jerry Tardieu a quand même tenu à partager ses idées, sa vision et même ses objectifs. Candidat pour quoi, député pour quoi faire? La réponse de l'homme d'affaires. Moi, candidat à la députation pour plusieurs raisons. D'abord parce que moi, j'aime mon pays. Deuxièmement parce qu'à l'âge, je pense que je vais faire l'autre expérience. Je vais tourner l'autre page. Je fais mes pages et secteur privé, entrepreneuriat, investissement. Je vais ouvrir page et service à la collectivité, service au bien public. Parce que j'estime que une vie exemplaire et li pas une vie exemplaire si à un moment ou l'autre ou pas fait choix pour aider des collectivités, pour aider des quartiers, pour aider des communes, pour aider des départements, pour aider des pays. Et dire qu'auparavant, Jerry Tardieu aspirait à briguer le poste de président de la République. Pourquoi donc un tel revirement? Le candidat nous explique. Il y a un pile mouvement politique, il y a un pile personnalité politique, il y a un pile force organisée dans le pays qui te venu mais qui m'a dit il te voulait que m'aller comme candidat à la présidence. Cependant, moi-même, je fais un choix pour mal comme candidat à député Pétionville, je ne regrette ça, parce que je pense que c'est dans la 50e législature que je suis capable d'aider plus. On monde pour aider les pays, on va obliger président. Tout le monde va président son grande chaise. D'habitude, dans le Parlement pour m'aider à changer. Entre bonheur et confiance, le candidat à la députation se dit prêt à franchir cette nouvelle étape de sa vie. En attendant le lancement officiel de la campagne électorale, Jerry Tardieu compte multiplier ses rencontres tant dans la capitale que dans les villes de province. Et puis ce 14 mai marque la 4e année depuis l'avènement au pouvoir du président Martelly.
Il a profité pour inaugurer le kiosque Oxyde Gentil au Champ de Mars, qui avait été détruit lors du tremblement de terre. En s'adressant à la foule, le président a tiré à boulet rouge sur l'opposition en mettant l'accent sur certaines de ses réalisations. Le kiosque Oxyde Gentil est un amphithéâtre à ciel ouvert ayant une capacité de 4000 places assises et d'1 millier de places debout. Imaginez-nous, pendant chaque fois nous, le président Madeleine Saxon dans bouche l'école gratis, jeunesse. Et puis, lors attendez opposition, la critique étoile rouge, après wash dans la rue. Oui, nous rions pile. Le voyez wash dans la rue, imaginez-nous. Avant, il y a une étoile rouge, nous pas rien derrière l'étoile rouge là. Ça, c'est derrière l'étoile rouge littéraire. C'est derrière l'étoile rouge littéraire. Et nous commençons à retirer l'étoile rouge. Et chaque fois que l'étoile rouge tombe, un bel édifice plaqué. Chaque fois que l'étoile rouge tombe, un bel espace plaqué. Plaqué! Plaqué! Et nous faisons commencer un bel édifice, nous faisons commencer un bel étoile rouge qui a tombé. Haïti a changé. Je dis on a joué Matéli, Jean voulait dans la rue, Matéli pas occupé. On a dit ça voulait dans la radio, Matéli pas occupé. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Vous avez le droit à la parole. Dites comme vous voulez. Comme vous voulez. Mais là on n'a pas parlé Matéli mal, regardez les guagua. Mais c'est vrai, parce que moi je me focus sur ça m'a fait. Pendant à parler de ton la mal, mais ça qui est derrière ton là. Pendant à parler de ton la mal, le 21 a inauguré Triomphe. Pendant à parler de ton la mal, l'autre semaine, ou bien non, 15 jours qu'on a inauguré place de Jacques Dessalines derrière là. Nous retirons ton là avant hier sous Mupana. Et nous avons continué, parce que nous avons une logique de développer Haïti. Ça qu'a fait dans le cas Foudelma là, c'est la première fois Haïti qu'on vit adulte, c'est si encore que Haïti a entré dans le temps moderne. Son viaduc, même joint EPN, nous sommes parlé de kiosque là, dans 100 ans, les a parlé de viaduc là, il a changé. T'es un petit chanteur qui est le quel matin là. Haïti, vous dites à Béata loin. Si depuis 200 ans, il y a des éducations gratuites pour Haïti, je dis à nous négocier pour l'autre bagarre à la France parce que nous avons déjà une éducation. Nous avons des décisions qui prennent, qui mettent le pays sous bonne route là ou bien sous mauvaise route là, notamment à travers les élections. Élections qui ont fini, c'est pour nous choisir. Il faut nous choisir. C'est notre choix que la démocratie a renforcé. Pour nous choisir ça, nous voulons. Est-ce que nous voulons les gens qui ont volé ton lieu, les gens qui ont volé sous ton lieu, les gens qui ont boulé caoutchouc, les gens qui ont pris la radio pour dire s'ouvre la rue, écrit non, on va plapier. Voici leur programme. Est-ce que c'est ce qu'on voulait? Ou bien encore, est-ce qu'on voulait entrer dans une dynamique côté des gens qui ont pensé, qui n'ont pas l'avoir, qui ont fait tête tout? Soit c'est où pour faire. Donc, dans le moment où nous là, nous allons un gros rôle pour jouer, pour payer nous, pour avenir nous. Parce qu'en fait, notre matériel n'a pas les mal, la salle, elle aller. Pas moins de 400 kilos de marijuana, 110 de cocaïne, 16 d'héroïne, c'est le bilan mené par la PNH cette semaine. Ces opérations ont été menées dans différentes villes du pays, au Caille, à Ouanamat, au Cap-Haïtien, et ont permis l'arrestation de plusieurs individus haïtiens et étrangers. Il y a 16 personnes qui sont arrêtées de nationalité étrangère, et il y a un Bolivien, et il y a l'autre nation, et il y a 3 Haïtiens qui arrêtés tout dans le cadre d'affaires ça. En total, 16 personnes arrêtées et concernant le dossier bateau et WAF, terminal Varoyan, communément appelé WAF et Meuse. Il y a plus passé 35 personnes que DCPJ BLTS tendait dans le cadre d'affaires ça. Il y a des représentants agence qui c'est les Matsen. Il y a des tout représentants Nabatco qui c'est groupe Accra. Il y a des tout représentants WAF Musioto. Et il y a un agent douanier, il y a un policier BLTS qui est en détachement dans WAF là tout que BLTS DCPJ tendait. Et puis il y a un policier tout UDMO que autant tout dans le cadre d'affaires ça. On a noté que l'enquête là n'est pas arrêtée là. Elle a continué et son enquête qui a plusieurs dimensions. Elle a continué en Haïti, également à l'étranger. Et la population, la presse a bien pour et ensemble de kilogrammes de cocaïne ça
et kilogrammes de marijuana ça que BLTS, DCPJ saisi dans le cadre dossier bateau et WAF et terminal Varoyan, le ballon qui est WAF Meuse. Et puis juste avant de terminer, un événement d'envergure internationale se tiendra cet été en Haïti. Il s'agit du Festival of Arts Carifesta qui aura lieu du 21 au 31 août. Un festival qui accueillera des milliers de visiteurs venus de toutes les Caraïbes pour voir Haïti sous un angle différent. Le budget s'élèvera à 450 millions de gourdes. Moi-même, en réalité, je suis président Carifesta, c'est moi qui fais coordination. C'est-à-dire que nous avons un directeur artistique, nous avons un directeur de logistique, nous avons un directeur de communication, nous avons un directeur de finances. Donc, nous voulons que nous rencontrions tout le monde en qualité de ça, nous le fait à l'intérieur même du comité. Là, nous rencontrons tête comité. Mais nous avons une ramification extraordinaire. Moi, parce que même au niveau de logistique, nous faisons prévision, nous réalisons que nous avons besoin de presque 200 personnes dans la logistique. Donc, il y aura beaucoup de travail pour tout le monde. Ce n'est pas 10 personnes là qui peuvent faire travail là. C'est impossible. Son bagage qui peut éclater dans la ville, province surtout. Même au niveau de la direction artistique, nous avons des questions que nous pouvons poser au directeur artistique là. Questions ça, il y a des directeurs régionaux, il y a un sous-comité régional. Donc, tout simplement, moi-même, je suis là pour me faire coordination ça, pour me mettre tout le monde ensemble et je suis là pour me faire contact avec tout ce qui est des entités de l'État. Parce que ce n'est pas un programme du ministère de la Culture seulement. Il est coiffé par le ministère de la Culture, mais tout gouvernement est pour là-dedans. Que le électricité d'Haïti, que le la police nationale, que le SMCRS, que le ministère de la Santé, que le la douane. Parce que pas oublier que artistes ça yo cap entrer avec des instruments de musique ou bien des instruments pour la peinture ou pour l'artisanat. Donc c'est toute une machine qui est derrière ce comité. Bon, sauf en ville comme Gonaïve, il va baser surtout sur les traditions populaires dans Gonaïve. Gonaïve, c'est surtout des excursions dans la couillon qui va gagner. Et puis au niveau de Cap Haïtien, nous allons valoriser les sites historiques. Et Port-au-Prince, c'est là que y a une majorité d'activités parce que c'est une ville qui est plus au point de vue infrastructure et au point de vue quantité de chambres d'hôtel qui est capable de recevoir le monde. Et ensuite, Jacmel, bon, c'est une ville qui est très connue pour l'aspect culturel, les masques, etc., artisanat, et spectacles, danse, musique, l'école de musique là-bas, l'école de cinéma là-bas, le festival de cinéma tout. Donc, après ça, au cas où il y a un concert à geler, parce que nous ne pouvons pas faire tout chaque jour dans toute ville. Metro News Magazine est à présent terminé. Merci de votre fidélité. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.